Au mois de septembre 2012 a été diffusé un questionnaire de l'Union européenne sur l'antisémitisme en France sous l'égide de l'Agence européenne pour les droits fondamentaux, Jewish Policy Research et Ipsos. Il s'adressait, je cite, à toute personne se considérant comme juive par la religion, la culture, l'éducation, l'ethnicité, l'ascendance ou toute autre base. Les communautés sionistes, laïques, juives, définissent l'identité juive d'une manière équivalente. Je cite, est juive toute personne d'ascendance juive ou se sentant et se déclarant juive et s'identifiant aux valeurs éthiques, à la culture, à l'histoire, à la communauté et au destin du peuple juif, et désirant renforcer la solidarité avec Israël et toutes les communautés dans le monde. À partir de ces définitions, on peut distinguer en gros 3 catégories, mais toutes les nuances existent entre elles. D'une part, les théistes, croyant en Dieu, qui voient dans la Bible, le Talmud, le Zohar, la manifestation et la présence de Dieu, et considèrent que les règles et les lois qui s'y trouvent, ainsi que celles rédigées au cours des siècles par les instances religieuses, sont indiscutables et irréversibles. À l'opposé, nous avons les humanistes au sens étymologique du mot, qui privilégient l'État d'Israël, le peuple Israël, sa culture, son histoire, selon preuves archéologiques et scientifiques. Pour les théistes, la priorité est au divin. Pour les humanistes, la priorité est à l'humain. On peut citer une troisième catégorie, les agnostiques, souvent scientifiques, qui pensent qu'il existe d'autres choses encore à découvrir qui ont pu intervenir tout au long de l'existence du peuple juif. Ils sont plus naturellement sionistes humanistes. À partir de quoi toutes les personnes ainsi ciblées vont-elles ressentir leur identité dans la panoplie des éléments qui constituent le matériel identitaire judaïque? Le matériel identitaire, c'est tout ce qui contribue à ressentir son identité. Il exprime les liens, les attaches, l'appartenance à un groupe. Outre construire, ressentir son identité, le matériel identitaire a un rôle fondamental, la transmission. Le 5e commandement dit « Honore ton père et ta mère, que tes jours se prolongent sur la terre », ce qui signifie que l'on est juif pas seulement par son ascendance, mais aussi par sa descendance. On doit transmettre le matériel identitaire à ses enfants en priorité et à autrui s'il y a lieu. Je vous propose ici 8 postes de référence identitaire. Le premier poste identitaire, c'est la religion.
Ce matériel identitaire ne concerne que les théistes. Cependant, les limites entre la religion et la tradition sont souvent floues. Il existe un tronc commun aux deux. Dans la religion, les lois, les règles, les pratiques doivent être strictement suivies et respectées. La cacheroute, l'inactivité du Shabbat, les périodes de jeûne, les pratiques pendant les fêtes comme l'éviction du levain à Pessah, etc. Elles deviennent draconiennes chez les religieux orthodoxes et ultra-orthodoxes. La différence avec la tradition pure, c'est que dans celle-ci, les pratiques d'origine religieuse ne sont pas cautionnées par le divin et par les sages, ce qui leur enlève le caractère d'intransigeance. Si la religion est un garde-fou pour les uns, d'autres, elle les rend fous. La tradition a vocation de convivialité, elle n'a pas vocation de fanatisme. Un chrétien qui ne croit plus en Dieu n'est plus un chrétien. Un musulman qui ne croit plus en Dieu n'est plus musulman. Mais un juif qui ne croit pas en Dieu est toujours un juif. Il y a des juifs théistes non pratiquants et des juifs non théistes pratiquants. Dans le récit biblique, il y a un flou artistique pour un théiste dans l'évocation historique entre eux. Où s'arrête l'allégorique, la mythologie, et où donc commence l'authentique histoire humaine? L'histoire authentique commence-t-elle il y a 6000 ans, à la création du monde, ou bien elle commence à Adam, ou elle commence à Noé, ou à Abraham, ou à Jacob, ou bien à Moïse, ou encore plus tard? Les non-théistes s'en remettent aux sources multiples de l'histoire commune, beaucoup plus consensuelle. Le deuxième poste de référence identitaire est la tradition. La tradition et la culture apportent des liens conviviaux d'une haute teneur en prise de conscience d'identité. Il est des nôtres, il a bu son verre comme nous autres. Au chapitre des références identitaires, je dirais que la tradition l'emporte sur la religion pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle est souvent un héritage des civilisations précédentes. Une nouvelle religion emprunte souvent les événements religieux traditionnels des précédentes afin de faciliter l'adhésion des fidèles des religions qu'elle remplace. Ainsi, le panthéon romain s'inspire du panthéon grec. Le christianisme emprunte au culte gallo-romain et juif, Shabbat et repos dominical avec messe du dimanche, Hanouka et Noël, Purim et Mardi Gras, Pessah et Pâques, Shavuot et Pentecôte, Ascension, etc. Les significations peuvent changer, mais les dates subsistent. Les fêtes se laïcisent dans les grandes démocraties modernes et en Israël quand il y a séparation de la religion et de l'État. Elles deviennent des événements purement traditionnels, mobilisant un public cosmopolite. Qu'elles soient d'origine religieuse ou non, les fêtes, célébrations, commémorations font partie du patrimoine identitaire traditionnel.
Le deuxième aspect important, c'est l'impact psychologique. Que l'on psalmodie des mantras, du latin, de l'hébreu, des dialectes anciens, l'efficacité mystique de la lecture, de la récitation des prières n'est pas dépendante d'une juste compréhension du texte lu. Cela facilite un pont entre liturgie religion et liturgie tradition. Beaucoup ne se posent pas la question de savoir si Dieu existe ou pas. Le plus important pour eux est l'accompagnement traditionnel des grandes fêtes et événements de la vie. La réponse à la question « Est-ce que je crois en Dieu ou pas ?» reste pour eux en demi-teinte. Il y a des croyants non pratiquants et il y a des non-croyants qui sont pratiquants et qui vont régulièrement à la synagogue. Les rites religieux et la liturgie aident à se ressourcer. Ainsi, les pratiques traditionnelles pour les principaux événements de la vie, Brit Mila, Bar Mitzvah, mariage, décès Kaddish, les Shabbats et les fêtes, peuvent concerner l'ensemble des fils d'Israël, qu'ils soient théistes, agnostiques ou athées, comme le préconisait le rabbin Sherwin Wine, fondateur en 1963 dans le Michigan de la Société pour un judaïsme humaniste. La tradition est le tronc commun entre les théistes et les humanistes. La tradition dans la vie de tous les jours, les us et coutumes peuvent être purement laïques, vestimentaires, culinaires, etc., tout en nous rappelant nos origines. Plein de choses qui font aussi notre identité et que l'on a envie aussi de transmettre. Si on fait une analyse psychologique, on retrouve les mêmes processus, les mêmes mécanismes psychologiques du cerveau humain dans la religion, la tradition et la superstition où ils sont profondément intriqués. La conscience de l'existence de Dieu est un sentiment très personnel nécessitant une certaine maturité. Autrement, on se trouve devant un copier-coller de l'éducation. L'éducation propose, l'intelligence dispose. De ce fait, rien ne permet aux théistes de s'ériger en juge et de se réserver l'accès à la tradition liturgique des célébrations festives. Il n'y a pas de frontières. Chacun réagit en fonction de sa sensibilité et sa personnalité qui détermine son credo. Troisième référence identitaire, la culture. Folklore, création musicale et littéraire. Donc, chansons, comédies musicales, pièces de théâtre, etc. Les langues utilisées ont par elles-mêmes constitué un matériel identitaire fondamental dans la Gola jusqu'à s'apparenter au lien charnel qui unit les membres d'une même famille. Judéo-espagnol, ladino pour les séfarades, yiddish pour les ashkénazes ont été d'un apport culturel extrêmement riche. Mais ces langues juives de la diaspora sont en voie de disparition. L'oppression culturelle subie dans les pays de l'Est sous les régimes communistes, la Shoah, l'intégration progressive des individus dans les sociétés démocratiques aux USA et en Europe ont eu raison de ces langages communautaires.
J'évoquerai ici le cas du yiddish qui existe depuis près de 1000 ans. Au début du XXe siècle, il était parlé par les 4/5 du peuple juif. 11 millions de yiddishophones. Aux USA, le yiddish fut le lien communautaire et culturel de plusieurs millions d'immigrants. Mais l'histoire a tranché. La Shoah a porté un coup fatal à la culture yiddish et seuls les milieux chassidiques l'utilisent aujourd'hui au quotidien. Je repense avec nostalgie à l'époque où, enfant, j'écoutais les conversations de mes parents, des adultes, la musique, les sons de ce yiddish que je comprends un peu sans le parler. Je me souviens de nombreux yid non pratiquants, athées, pour lesquels parler yiddish était ce qui les rattachait le plus à leur identité, à la communauté par convivialité. Aujourd'hui, entendre et surtout parler l'hébreu aussi me procure un fort sentiment d'appartenance, une sensation d'être en phase, en résonance avec Israël que je souhaite à tous. Les deux langues font intensément partie de mon matériel identitaire. La quatrième référence identitaire est le communautarisme. Il y a toujours eu dans la diaspora des villes dont la population était à majorité juive. En Europe, les shtetl étaient des villages juifs. De nos jours, il s'agit plutôt de quartiers dans les grandes zones urbaines, mais ces concentrations de population communautaire diminuent considérablement avec les exigences de la vie moderne, les nouveaux modes de vie. Le facteur de proximité jouait un rôle important pour le matériel identitaire. Synagogues, centres communautaires, écoles, boutiques, boulangeries, boucheries et restaurants cachers, tout ça à portée de la main. Il faut noter également le rôle important du tissu associatif, associations culturelles ou religieuses diverses, mouvements de jeunesse, associations professionnelles laïques en général, comme les médecins ou les avocats, etc. Les clubs sportifs comme l'Acoar de Vienne en Autriche avant la guerre 40 qui comptaient plusieurs milliers d'adhérents, souvent peu ou pas pratiquants, mais pour lesquels le club représentait un matériel identitaire prioritaire. Ou encore simplement des associations pour la convivialité ludique comme les clubs de bridge et autres jeux de cartes, jeux d'échecs, etc. La cinquième référence identitaire, c'est la Bible. Geneviève Delrue commente ainsi le livre de Jean-Christophe Attias, Les Juifs et la Bible. Qu'est-ce que la Bible pour les Juifs? Révélation divine, code législatif, socle fondateur d'une identité, argumentaire pour réclamer la terre, point d'ancrage pour se réinsérer dans une généalogie mythique, quelle qu'en soit l'approche, allégorique, mythique, historique, selon qu'on crédibilise à partir de la création de Noé ou d'Abraham, de Moïse ou des rois Saül et David.
La Bible est un énorme matériel identitaire pour le croyant. Pour les autres, le fait d'embrasser la Torah et d'en effectuer la lecture ritualisée le samedi matin, c'est de la tradition du matériel identitaire. La croyance dans le divin, la crédulité et l'esprit scientifique n'ont jamais fait bon ménage. Mais de nos jours, hypothèses et explications scientifiques sont incontournables et doivent être pris en compte sous peine de taxation d'obscurantisme. Au XXIe siècle, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles et grâce à l'informatique, la lecture du texte biblique révèle des messages cachés, subliminaires et des relations mathématiques époustouflantes, en particulier dans Bereshit, la Genèse. D'autre part, certains événements décrivant les manifestations et apparitions de Dieu s'accompagnent de phénomènes pouvant évoquer des technologies aéronautiques et militaires modernes et leurs dangers. Les révélations de cette nouvelle lecture, de ces nouvelles approches, peuvent confirmer le divin chez les croyants, mais surtout interpeller, susciter la curiosité scientifique chez les autres et renforcer leur attachement à Am Israël, peuple décidément très particulier. Comme sixième référence identitaire, je citerai maintenant l'histoire du peuple d'Israël. C'est une longue histoire planétaire avec des périodes de lumière et beaucoup de périodes sombres. Pour les théistes, elle est d'abord biblique. Pour les autres, il y a lieu de confronter le texte sacré avec les sources extra-bibliques provenant des nations voisines contemporaines du pays d'Israël. Par la suite, plus on approche de l'époque contemporaine, plus les sources paraissent fiables. Pourtant, des pans entiers de l'histoire des Juifs dans le monde demeurent très mal connus. Les événements de l'époque contemporaine sont comme un résumé concentré de toute l'histoire du peuple juif, avec le sionisme, la Shoah, la création de l'État d'Israël et le retour à Jérusalem. C'est une compilation d'événements importants dans une période très courte de l'histoire. Et ça aurait justifié la modification de la halakha. Ne pas l'avoir modifié pour qui croit en Dieu, c'est un peu, je dirais, sacrilège. L'inaction devant de tels signaux d'alerte est coupable. Il y a beaucoup de choses qui font que chacun, en fonction de sa personnalité et son vécu, ressent son identité dans sa mémoire de l'histoire. Septième référence identitaire, l'État d'Israël. Dans le journal Forward, aux USA, on pouvait dire il y a quelques années l'analyse suivante. Chez les Juifs des États-Unis, la judéité ne s'exprime pas de la seule religion. Être juif aujourd'hui, c'est d'abord être membre d'un groupe ethnoculturel. L'État hébreu devient au fil des années un facteur de renforcement de l'identité juive. En juin 2012,
dans le Nouvel Observateur, on pouvait lire dans une publication de Daniel Horowitz: assumer sa judéité a été et demeure inconfortable pour de nombreux juifs à travers le monde, qui, n'ayant à leur disposition d'autre cadre que celui des communautés religieuses, y adhèrent souvent avec des sentiments mélangés. C'est là qu'intervient Israël, qui n'est pas un État laïque au sens français du terme, mais qui reconnaît l'identité juive de manière formelle, et ceci indépendamment des convictions religieuses ou philosophiques des citoyens. Ça n'était plus arrivé depuis les temps bibliques. En 2014, Daniel Horowitz écrit: Israël se définit comme un État juif, mais cette définition relève d'une identité et non pas d'une religion. La religion juive est certes liée à la judéité, mais n'en est pas synonyme. Les Juifs étant un peuple, la judéité constitue l'ensemble de ce qu'ont produit les Juifs, dont la religion. En fait, nous sommes passés du statut de nation sans État au statut d'État-nation, ce qui change complètement la donne. Avec la séparation donc de l'État et de la religion dans un pays démocratique. Israël a apporté du matériel identitaire nouveau d'une grande richesse par son existence même et ses réalisations extraordinaires en quelques 60 années dans tous les domaines culturels, socio-économiques, industriels, scientifiques, technologiques, militaires, humanitaires, etc. Cela fait vibrer les cordes sensibles. Pour beaucoup, c'est l'honneur, la fierté et tout simplement la vérité retrouvée. Je pense que c'est un peu ce que ressentent nos enfants lorsqu'ils accrochent le drapeau d'Israël sur le mur de leur chambre et portent des t-shirts de Tzahal. Israël éveille des sentiments identitaires multiples, religieux, nationalistes, sionistes et guiboristes. Nous abordons maintenant la 8e référence identitaire, le guiborisme. Les calomnies millénaires présentant Israël comme un sous-peuple ont été tant ressassées que les Juifs eux-mêmes s'y sont laissés prendre. Il en résulte un complexe injustifié d'infériorité, débouchant parfois sur le rejet des origines et la conversion. Les Giborim ont toujours existé, et le peuple juif suscitait l'admiration et le respect de grands esprits éclairés comme Blaise Pascal, Léon Tolstoï, Maxime Gorki, Friedrich Nietzsche, Mark Twain, Winston Churchill, etc. Si par le passé, les Giborim ont laissé peu de traces dans l'histoire, ce n'est plus le cas aujourd'hui pour des tas de raisons. L'époque contemporaine a vu apparaître une multitude de domaines où les Giborim ont pu exprimer leurs talents et leurs succès ont été couronnés et médiatisés. Que ce soit les prix Nobel de toutes sortes, les médailles d'or aux Jeux Olympiques, des championnats du monde de boxe ou autres, des inventions et des découvertes révolutionnaires dans tous les domaines, la musique, la peinture, les charismatiques vedettariats planétaires dans le cinéma, la chanson, etc. Ils ont illustré la phrase
énigmatique que l'on trouve dans Bereshit, les Giborim qui devinrent célèbres dans le monde. Ce que j'appelle donc les giboristes, adeptes du giborisme, ont envers les giborim le sentiment sportif du supporter pour ses champions, la fierté d'appartenir à ce groupe. Ils sont conscients que ceux-là font partie d'un héritage du peuple d'Israël, car leur étoile, cette étincelle révélation, ce feu sacré, sont un don des générations qui les ont précédés, qu'il faut d'ailleurs continuer à transmettre. Les giboristes sont aussi, bien entendu, giboro-sionistes, supporters de l'État d'Israël. L'État Gibor d'Israël et les Giborim constituent au XXIe siècle un aspect nouveau et fondamental du patrimoine juif. Il existe donc aujourd'hui un lien très fort de convivialité giboriste qui constitue un matériel identitaire de premier ordre. Le giborisme est l'attachement au patrimoine VIP du peuple Israël. En guise de conclusion, on peut citer Isio Rosenman qui écrivait dans les cahiers de la JHL. Pendant des siècles où la communauté vivait culturellement repliée sur elle-même, la contradiction entre le désir d'appartenance ou d'affiliation historique à une collectivité et les attitudes individuelles opposées aux normes religieuses énoncées par cette collectivité était trop forte pour être supportée. Et le philosophe israélien Yirmiyahu Yavel a écrit: le judaïsme laïque ne pouvait exister à cette époque ni comme possibilité intellectuelle, ni existentielle comme concept qui permet à l'individu de s'identifier. D'ailleurs, l'excommunication de Baruch Spinoza en 1656, comme de bien d'autres, en témoigne. Corollaire, qui est juif ou comment le devenir? Parmi les 8 matériels identitaires, seuls la religion, la tradition et le communautarisme concernent exclusivement les Israël en pratique. La culture, la Bible, l'histoire, Israël et le giborisme peuvent susciter l'intérêt et l'adhésion de tout un chacun, juif ou non. Pour les théistes, l'accès au peuple Israël se fait par la transmission maternelle imposée par le patriarcat polygamique il y a plus de 25 siècles ou par la conversion par les rabbins selon les lois du judaïsme théiste. Pour les humanistes, un collège humaniste élu pourrait être habilité à octroyer l'accréditation judaïque aux postulants en fonction de leur référence identitaire, leur permettant ainsi de rejoindre le groupe humain, peuple juif, peuple Israël. Remarque, ne pas refaire le scénario
qui s'est déroulé il y a plus de 17 siècles. Des non-juifs qui se convertissent en grand nombre au christianisme, qui était encore à l'époque une secte juive. Puis ils éjectent ensuite les juifs devenus minorité. Aujourd'hui, le prosélytisme n'est pas seulement nécessaire, il est indispensable. Mais il est préférable qu'il s'adresse à des guiboros sionistes humanistes plutôt qu'à des millions d'individus soudainement envahis d'un délire mystique théiste.